Donc, on va commencer la séance avec Sylvie Leleu-Merviel. Et le titre de son intervention aujourd'hui, c'est Les techniques d'écriture de scénario du livre Alia. Et puis donc, en ce qui a trait du résumé, je le vous partage. Depuis l'ouvrage Morphologie du conte russe de Vladimir Prop en 1928, de nombreux ouvrages ont été consacrés à l'analyse structurale des récits. En ont découlé des méthodes et des outils d'aide à la construction d'une narration. Nous verrons comment l'intelligence artificielle renouvelle ou pas les techniques d'écriture de scénario. Donc, Sylvie Lemerviel est professeure honoraire en sciences de l'information et de la communication. Elle a créé à l'Université Polytechnique Hauts-de-France le laboratoire de Visu. Elle a également dirigé les formations DREAM, développement, recherche, enseignement en audiovisuel et médias numériques, aujourd'hui qu'on connaît comme étant ENSA Média. Donc voilà, on va commencer par la présentation de Sylvie Lemerviel. Est-ce que vous souhaitez que je présente les deux invités d'abord, puis qu'on se lance Non, comme dans ça, les interventions c'est ou long. on va exactement parfait? Bon, dans ce cas-là, ben, je vous cède la parole, Sylvie, et puis ben, au plaisir de vous entendre. Bah, Je vais donc, si aussi vous pouvez, partager l'écran. Oui, je viens voilà. de m'en rappeler moi-même. Je vais aussi partager mon écran pour pouvoir montrer votre PowerPoint. Ce sera vraiment pas très long. Alors, et voilà. Est-ce qu'on peut me confirmer, tout le monde, qu'on Oui, voit oui, oui, bien? très bien. Oui, excellent. Alors, c'est tout bon pour moi. Ben, vous pouvez passer directement à la suivante. C'est ça, avec grand plaisir. Et voilà. Ok. Donc, moi, je vais vous parler d'un point de vue. D'abord, merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être présente sur ce séminaire et de vous rencontrer les uns et les autres que je connais ou que je ne connais pas. Alors, moi, je vais vous parler d'un point de vue très concret, très pratique. Je ne vais pas faire de grandes réflexions scientifiques et théoriques. Je veux vraiment vous montrer les techniques d'écriture à l'œuvre. Voilà, suivante, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on entend par les techniques d'écriture? Suivante. En fait, pendant longtemps, on a cru qu'il suffisait de s'asseoir à une table et d'attendre l'inspiration pour être capable d'écrire. Suivante. En réalité, c'est évidemment complètement faux et il existe des outils, en fait, pour s'aider dans ce travail. Alors, merci. Suivante. En effet, pour Thomas Edison, allez-y. Bah, le génie, en fait, tout le monde connaît cette citation suivante, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Suivante, 99% de transpiration, ça signifie 99% de travail, en fait. Et est-on capable d'outiller ce travail? C'est la question qu'on va voir aujourd'hui. Alors, en fait, toute cette histoire démarre avec des connaissances académiques qui ont été acquises et transférées donc dans la pédagogie, ce qui permet d'enseigner les techniques d'écriture. Donc, je vais passer en revue très rapidement c'est l'histoire de cette construction des techniques d'écriture à travers les ouvrages et les articles. Vous connaissez tous tout ça, mais je vais repasser rapidement juste pour qu'on ait un fond commun à partir duquel on part. Suivante. Donc tout ça, ouais, merci, débute avec l'identification par Vladimir Prop de structures récurrentes dans les écrits et donc, on le suppose, dans le processus d'écriture, en tout cas dans la façon de structurer des narrations. Suivante. Donc voilà Vladimir Prop, c'est pas très intéressant son image suivante. Ce qui est plus intéressant, c'est la référence de son ouvrage, qui est donc en français, Morphologie du conte, qui est sorti en 1928 et qui est trouvable aujourd'hui en français sur la collection Point Seuil dans la version de 1965. Suivante. Alors en fait,
C'est un ouvrage très complexe, très compliqué à lire, assez abscon, mais dont on peut résumer la teneur en plusieurs grands éléments. Le premier, c'est qu'il abolit le personnage et il le remplace par le concept d'actant. Un actant, c'est une force agissante du récit. Ça peut bien sûr être un personnage, mais ça peut être un lieu, ça peut être un objet, ça peut être un décor, ça peut être un bâtiment, ça peut tout être en fait un actant. Suivante. Il y a dans toute structure du conte russe, tel qu'analysé par Vladimir Prop, 7 actants, jamais plus. Quelquefois moins, quelquefois des cumuls d'actants, mais jamais plus. Évidemment, il y a eu tout un travail de fait par la suite pour montrer que cette structure mise en évidence par Prop dans le conte russe, elle est généralisable, par exemple, à la cinématographie contemporaine. Suivante. Et la structure actentielle de l'histoire, c'est-à-dire les événements qui se déroulent, sont toujours les mêmes. Alors il s'agit bien de la structure actentielle, pas de la façon de le raconter. Tout le monde sait qu'on peut raconter une histoire à l'envers, commencer par la fin, commencer au milieu. En revanche, la structure des événements de l'histoire est toujours la même. Suivante. Alors, ce résultat a conduit, et les travaux qui ont suivi, ont conduit à élaborer des méthodes pour structurer les récits. Je ne vais pas en faire la liste complète, je vais juste vous en citer quelques-uns. Suivante. Donc, la plus simple, c'est la méthode dite SISF, ou méthode de résolution de problème. Il y a une situation initiale qui pose problème. Il y a une situation finale qui soit résout le problème, soit le laisse ouvert, et entre les deux, il y a le récit. Donc la méthode SISF ne définit que les deux grandes bornes. Suivante. Une autre méthode, c'est la méthode des 4 colonnes de Stricker, qui était un scénariste notamment de séries quotidiennes où en fait il avait bâti une méthode qui permettait de faire rebondir indéfiniment une histoire. Méthode structurée en 4 colonnes. Suivante. Il y a évidemment une méthode beaucoup plus classique, la méthode des 5 W ou questionnement quintilien, qui, quand, comment, où, pourquoi, etc., qui permet aussi de donner les grandes bases d'une histoire. Suivante. Et puis, plus récent et plus contemporain, disons, on a la méthode de John Truby qui est enseignée à tous les étudiants en scénario. Donc, il a bâti une méthode qui est en 22 étapes où il prétend pouvoir définir la structure d'un scénario à la minute près. C'est-à-dire, le décalage possible est de quelques secondes par rapport à sa structure modèle. Suivante. Et toujours dans les plus contemporains, on cite souvent la méthode de Robert McKee, Story, qui, pareil, est enseignée partout à travers le monde. Il y en a d'autres, hein, donc c'est juste un parcours rapide qui va servir dans ce que je vais présenter ensuite. Suivante. Alors, si on se réfère à l'un des scénaristes les plus réputés, qui est depuis plusieurs dizaines d'années chez Pixar et Disney, avec une liste de références impressionnante, lui, il est un petit peu à contre-courant, suivante, puisqu'il nous dit, en fait, il n'y a pas de règles rigides, il y a des repères guidés, donc des grandes règles générales que l'on peut adapter de manière extrêmement souple. Suivante. Donc je vous invite, j'ai laissé tout un tas de références que vous pourrez consulter, j'ai transmis les slides, hein, donc vous les aurez. Je vous invite à écouter sa conférence TEDx, qui est absolument remarquable. Donc, vous avez le lien là. Et ce dont je suis en train de parler, c'est à partir de la minute 1,22 jusqu'à 3,23. Donc, il nous dit, suivante, en fait, les recommandations principales, c'est un, intéresse-moi, passionne-moi. Deux, il faut qu'il y ait une promesse. Le scénario est une promesse. Trois,
Il faut que les personnages soient attachants et qu'ils aient des fortes motivations, pas des motivations molles. Suivante. Il faut un thème, c'est essentiel à l'histoire. On doit pouvoir identifier un thème principal et un seul. Suivante. Et il faut qu'il y ait de l'émerveillement. Donc vous voyez qu'on a un cadre qui est beaucoup plus lâche que 22 étapes qui sont modifiables à 30 secondes près, hein. Donc c'est pour vous montrer tout l'empan des recommandations que l'on peut avoir sur l'écriture de scénario. Suivante. Moi, si je le regarde en termes de spécialiste de sciences de l'information, j'ai tendance à dire une histoire, c'est en effet comme un Rubik's Cube, hein, ou comme une horloge, c'est-à-dire c'est une structure organisationnelle complexe et les rouages doivent bien marcher. À partir de là, structure organisationnelle, ça me renvoie sur les travaux sur l'information de Marcia Bates, qui parle de schéma organisationnel ou patron d'organisation. Suivante. Donc, l'approche par patterns de Marcia Bates, elle se définit de la manière suivante. Suivante. Trois niveaux. Premier niveau, l'information 1, c'est un pattern organisationnel qui est dans le monde, qui est un pattern de matière ou d'énergie. Suivante, l'information 2, c'est un pattern auquel un être vivant a donné du sens. Suivante, et la connaissance, c'est l'information 2, une fois qu'elle est intégrée avec d'autres contenus et d'autres schémas d'entendement, donc reliés à tout un espace cognitif préexistant. Ces trois niveaux sont utiles pour comprendre où peut se situer la structuration d'un scénario. Elle est clairement au niveau 2, c'est-à-dire qu'on organise la matière et on veut qu'un être humain puisse lui donner du sens, toujours en relation avec son propre espace cognitif antérieur. Suivante. Donc, à partir de là, on peut le dire, oui, il existe des techniques d'écriture qui organisent de la matière imaginaire et qui peuvent être enseignées pour transmettre des informations et créer de la connaissance. Ça, je me permets de l'affirmer dans une slide parce qu'il y a beaucoup de professeurs de scénario, en France notamment, qui réfutent complètement ça, qui disent en fait, non, non, il n'y a pas de modèle, il faut juste être créatif. Assieds-toi, ma chérie, écris. Ben voilà, moi je suis en opposition avec ça. Et c'est un peu le moment de bascule de cette présentation. Suivante. Alors, dans les 31 ans où j'ai enseigné les techniques d'écriture dans mon département, j'ai les dernières années donné des exercices à mes étudiants. Donc, je vais vous en montrer un. Suivante. Donc, c'est un projet qu'ils devaient réaliser à titre personnel et c'est sur Meurtra. Alors, Meurtra, c'est une série française que vous ne connaissez sûrement pas, mais qui est diffusée toutes les semaines sur France 3. Tous les samedis soirs, il y a 2 épisodes de Meurtra. L'intérêt de Meurtra, c'est donc que c'est une production industrielle. Donc, encore une fois, je ne suis pas dans l'art, je suis dans la productivité pour que chaque semaine, il y ait un épisode. Et l'intérêt de Meurtra, c'est que c'est une série qui est très chartée, comme on dit, c'est-à-dire avec un ensemble de contraintes très fort. Le premier, bah, faut que ça dure 1h30, c'est déjà pas mal. Ensuite, il faut toujours qu'il y ait un binôme d'enquêteurs. Il faut qu'au début, le binôme ne s'entende pas du tout, qu'ils aient aucune raison de travailler ensemble. Il faut que ce soit sur un espace géographique restreint, déterminé, français. Donc c'est pour ça que c'est Meurtre A, donc à Paris, à Valenciennes, voilà. Et ensuite, il faut toujours qu'il y ait une légende ou un mythe qui vient en soutien au meurtre. Suivante.
Donc, voilà, l'actant enquêteur policier est toujours un actant double, composé, alors non pas d'un couple, mais plutôt d'un binôme. L'action doit être située géographiquement et le meurtre sont toujours en lien avec un mythe, un conte ou une légende qui peuvent être fictionnels. Voilà. Mais c'est mieux quand c'est une vraie légende. La fée Mélusine, par exemple. Suivante. Voilà. Donc voilà le rédigé de l'exercice. Et vous voyez que déjà, c'est terriblement structuré. C'est-à-dire, il faut définir le couple héroïque et définir leur conflit, un point chacun, définir le lieu et définir les décors, deux points, définir la légende et l'explicité, trois points, construire l'ensemble des acteurs et personnages, donc les gens qui sont suspects, le vrai assassin ou les assassins, enfin bref, tous les éléments de l'intrigue. Il faut structurer entièrement l'intrigue, écrire le synopsis, donc le résumé, donner l'outline, c'est-à-dire la succession des événements, et puis, bah, si vous voulez faire un scénario complet, il pouvait. Donc on voit apparaître déjà la structure fortement. Suivante. Donc vous avez toute une page Wikipédia sur Meurtra et toute la série des Meurtras. Donc vous pouvez la consulter. C'était un des supports à l'enseignement. Suivante. Alors, nous en venons au sujet du jour, intelligence artificielle. Je vais passer là aussi très rapidement sur plein de choses que vous connaissez déjà. Suivante. Donc, on va définir l'intelligence artificielle ensemble, si vous en êtes d'accord, comme des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Suivante. On peut, enfin, dès les années 70, en fait, on a commencé à utiliser des ordinateurs pour faire des explorations systématiques. Suivante. Par exemple, en utilisant et en associant des listes de souches sémantiques de la langue suivante. Donc, par exemple, pour de nouveaux mots ou des noms de marques, Twingo est sorti du mélange de twist et tango. Et d'ailleurs, la baseline de cette voiture, c'était la petite voiture qui danse. Ou, dans un genre beaucoup moins chic, rétensorbe, c'est en fait une matière qui retient et qui absorbe. Donc une matière absorbante qui retient les liquides. Donc ça, c'est les tout premiers logiciels qui ont existé dès les années 70. À l'époque, ils sortaient des listes infinies de combinaisons et c'est l'humain qui sélectionnait dedans. Le logiciel n'était pas capable de sélectionner. Suivante. On pourrait imaginer pour la série Meurtra un logiciel qui fasse des listes systématiques de personnages principaux possibles. Ça, c'est simple à faire. Suivante. Donc, les deux formes qui existent à ce jour, dites vraiment d'intelligence artificielle, celle dont on parle, suivante, c'est la première, la plus ancienne, qui est une IA logique fondée sur des bases de règles et des bases de faits, et qui, à partir de conditions initiales, produit des inférences. C'est ce que par le passé on appelait des systèmes experts. Suivante. Alors, c'est le développement logiciel qui est à la base, par exemple, des générateurs de texte de Jean-Pierre Balp, que beaucoup d'entre vous connaissent. Suivante. Donc voilà Jean-Pierre, notre maître à tous. Suivante. Donc, il explique très bien, Jean-Pierre, que ces générateurs, ça requiert en fait deux choses. Le choix d'un dictionnaire, c'est-à-dire un certain vocabulaire. Dans l'ensemble du vocabulaire d'une langue, il va choisir des mots, retenir des mots, et donc, de fait, en éliminer d'autres. Et la deuxième composante, c'est une syntaxe. C'est plutôt la base de règles,
Le premier, c'est la base de faits. Donc une syntaxe, c'est une certaine manière de construire les phrases et d'élaborer le discours. Suivante. Donc, je cite Jean-Pierre, ces deux éléments, c'est ce qui constitue le style en littérature. Et on peut tout à fait, il a montré que ces générateurs étaient capables de produire de nouveaux textes dans le style de Flaubert, dans le style de n'importe quel auteur ou dans un style journalistique, par exemple. Donc ça, avec des exemples que vous pouvez consulter. Suivante. Une fois qu'on a défini ces deux bases, en fait, l'algorithme s'appuie sur des règles procédurales qui ont pour but essentiellement d'éviter les contradictions et les incohérences. Par exemple, une cohérence, c'est il faisait nuit, le soleil brillait. Donc là, on va donner une règle pour dire ce n'est pas possible. Dans sa base de règles, on trouve essentiellement ça et c'est tout. Suivante. Donc, la production de Jean-Pierre Balb, elle était autodestructrice, puisqu'en fait, dès qu'on appuyait sur Return, la page disparaissait et disparaissait définitivement. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Et si on demande une nouvelle génération, ben en fait, on a une nouvelle page. Donc, il n'y avait pas de possibilité de conservation. Suivante. C'était un souhait de Jean-Pierre qui interdisait en fait la sauvegarde et l'impression des textes. Suivante. Sauf cas particulier, donc un seul cas particulier ici, Renga, qui est un générateur de poèmes qui a été exposé au Centre Pompidou en 84-85, et les commissaires de l'exposition ont gardé les poèmes qui étaient générés. Alors que Jean-Pierre disait, ce n'est pas les poèmes qu'il fallait garder, c'était l'algorithme, c'était la machine. Or ça, personne ne s'est préoccupé de sa conservation. Suivante. Bon, alors voilà un des textes qui a été généré le 3 mars 85 à 19h40 en 3 minutes. Et donc c'est un haïku, hein. Renga, c'est un générateur d'haïku. Suivante. Ah, euh, je pense que c'est pas la bonne version. Passez voir. Ouais, je pense que c'est pas la bonne version. Bon, on peut passer tout ça. Dès qu'on revient en français, on s'arrête. Voilà. Alors, si on va un peu plus haut dans les niveaux de génération, le document génératif peut comprendre une représentation interne de son utilisateur et des fonctions qui permettent d'adapter le texte généré à cet utilisateur. C'est-à-dire que le contenu va être différent selon que l'utilisateur est fan de musique ou de sport, selon qu'il est mince ou obèse, selon que c'est un homme ou que c'est une femme, qu'il est jeune ou qu'il est âgé, etc. Je ne fais pas la liste des traits. Donc, suivante. Donc, en voilà un que j'ai acquis personnellement. Donc, le docteur Pierre Ducamp est un créateur d'une méthode de régime. Et en fait, à partir d'un ensemble de questions, que mangez-vous, à quelle heure, quel est votre âge, quel est votre poids, quel est votre IMC, il générait un livre spécial pour vous. Donc ça, c'est le mien. Suivante. Deuxième forme, qui est donc la plus contemporaine, celle dont tout le monde parle aujourd'hui, qui est l'IA connexionniste, fondée sur des réseaux de neurones et qui a pour but l'imitation de tâches que la machine est capable d'apprendre à partir de données d'apprentissage et en apprentissage profond. Suivante. Donc celle-ci fonctionne pas du tout de la même manière. Il n'y a pas de règles. Il y a des connexions qui répondent à des lois statistiques. C'est-à-dire, c'est Shannon, pas plus. Principe de réduction de l'incertitude. Suivante. Donc si je dis il était une,
Eh bien, statistiquement, vous allez penser, il était une fois. Suivante. C'est peut-être, j'ai pas essayé, celle qui est statistiquement la plus probable. Mais évidemment, il y en a une infinité d'autres. Suivante. Par exemple, il était une fois la Révolution. Ce qui là nous renvoie sur un titre de film, donc un autre espace que celui du Il était une fois de la narration du conte. Suivante. Et puis ça marche aussi avec cette chanson du répertoire qui est Il était une fermière qui allait au marché, elle portait sur sa tête, etc. Donc, à partir de ces trois exemples, on voit qu'on a des réponses qui conviennent dans des mondes qui sont des mondes culturellement extrêmement différents. Suivante. De manière générale, puisqu'il s'agit d'un raisonnement statistique, c'est ce qui est le plus souvent employé qui va sortir. Donc c'est l'opposé complet de cet exemple, il y en a d'autres, hein, mais qui est le fameux d'où qui put donc tant se demanda Gabriel excédé, pas possible, il se nettoie jamais, qui est statistiquement impossible à avoir. Avant Zazie dans le métro, bien sûr. Aujourd'hui que Zazie dans le métro est dans la base, si cet ouvrage, ce roman est suffisamment cité, il va remonter. Mais l'IA n'aurait pas pu le trouver avant, parce que statistiquement, c'était impossible. Ce qui va nous donner un peu la bascule entre l'IA connexionniste et ses capacités et la création. C'est des exemples euh, pas fins du tout, très brutaux, excusez-moi, hein, mais c'est pour aller vite. Suivante. Donc l'enjeu aujourd'hui, par rapport à ces systèmes-là, c'est la création est-elle abandonnée aux machines? Chose que j'ai traitée déjà dans les années 2000, je pense. J'ai pas la référence de cet article, mais je pense que c'était dans les années 2000. Suivante. Alors maintenant, on rentre dans le concret, puisque le sujet m'intéresse. J'ai utilisé un outil spécialisé, un outil d'IA qui est spécialisé pour l'écriture de scénarios et qui s'appelle Génario. Et je vais vous rapporter quelques mots sur mon expérience. Suivante. Donc, Génario est constitué de 6 niveaux en chassé. Le premier, suivante, c'est celui des documents. Vous pouvez afficher les 6 là. Je vais d'abord les présenter, je vais les détailler ensuite. Donc voilà, le menu, en fait, il est constitué de ces 6 éléments-là qui apparaissent les uns après les autres. Donc qui sont séquentiels en fait. Donc le premier, c'est des documents de base. Ensuite, vous effectuez un brainstorming. Ensuite, vous élaborez la Bible du scénario, puis un séquencier, puis le scénario lui-même, et enfin l'analyse. Suivante. Donc, dans les documents, vous pouvez rentrer, déposer tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez y déposer des romans, des versions antérieures, des notes, des images, des dessins, tout ce que vous voulez. Il y a en outre une base de connaissances qui est déjà intégrée à l'outil Génario. Donc, vos documents viennent euh, compléter ce qui est déjà. Mais en fait, il faut comprendre que le brainstorming ne peut s'enclencher que sur le dépôt d'une amorce qui est faite par vous-même. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de document dans la base de documents, il produit rien du tout. C'est-à-dire, c'est forcément vous qui mettez l'amorce. Suivante. Et c'est à partir de cette amorce, qui peut être très riche ou assez restreinte, que le brainstorming va être un moment d'échange, de dialogue entre l'IA, les documents déposés, les documents de sa base et vous. Donc, je vous donne un exemple. Moi, je lui ai posé la question, quels sont les noms des personnages maléfiques dans les grands opéras du répertoire? Et ils m'ont répondu, je suis désolée, mais je ne dispose pas d'informations spécifiques sur les personnages maléfiques dans les grands opéras du répertoire. Ah, bah pas de chance, parce que quand même, c'est des histoires.
Bon, il se trouve qu'on a un certain nombre qui viennent de la littérature, Faust, etc. Et si on repart sur la littérature, il sait répondre. Mais donc, il ne sait pas faire le lien entre la littérature et l'opéra. Donc, voilà par exemple une lacune forte. Suivante. Donc, au moment de la Bible, il s'agit de créer les personnages, de créer la logline de l'histoire et les décors. Voilà. Donc là, il peut, pareil, on discute, hein. Donc à tout moment, il ne fonctionne de toute manière que à partir de ce que vous rentrez. Donc il faut déjà rentrer une logline et il discute avec vous à partir de ça. Mais il ne génère rien tout seul, encore une fois. Suivante, je passe vite, hein, très très vite. Donc, le séquencier donne la liste de séquences, c'est ce que j'ai appelé l'outline tout à l'heure. Et de la même manière, là par contre, il peut vous générer quelque chose tout seul, à partir de la Bible, de vos discussions et de quelques éléments des phases antérieures. En général, c'est pas terrible du tout. En revanche, vous pouvez lui dire, bon bah c'est pas terrible du tout, mais maintenant, tu me fais à partir de ça un scénario à la maquis. Et ça, il sait faire. Parce que dans sa base, il a Maquis, Truby, Prop et tous les autres. Et il a en outre une base qui est une base très importante de films, de récits sur lesquels il peut travailler. Suivante. Donc une fois qu'on a validé le séquencier, il faut l'avoir validé. Et on peut générer un scénario complet de la même manière en termes de dialogue. C'est pas terrible. Qu'est-ce que j'entends par pas terrible? Bah, c'est que c'est statistiquement moyen, forcément, puisque c'est construit comme ça. Donc moyen, pour moi, égale médiocre. C'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est ce qui sort du lot. Il ne va absolument pas vous sortir des choses qui sortent du lot. Et j'ai même testé l'inverse. Vous lui mettez des amorces qui sont très personnelles, avec des niveaux de langage particuliers, et la première chose qu'il fait, c'est de vous lisser tout et de vous enlever votre style. Sauf si vous lui dites, tu copies ce style. Voilà. Donc on revient sur cette affaire de la maîtrise du prompt, mais en tout cas, lui, a priori, il revient systématiquement vers des choses classiques. Ce qui peut être très bien pour un produit industriel, hein. Ce qui est moins bien si vous voulez faire du créatif. Suivante. Et alors ça, par contre, c'est vraiment très bien. C'est une fois que vous avez généré tout ça, il est capable de vous faire l'analyse. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un assistant de production qui faisait le dépouillement déjà en phase d'écriture. C'est-à-dire, il est capable de vous dire, ah, bah, tu as un personnage principal qui, en fait, est moins souvent présent qu'un autre. C'est un problème. Ou tu as utilisé ce lieu décor une seule fois. Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Voilà, il vous fait toute une analyse qui est quasi une analyse. Il y a trop de scènes de nuit, pas assez de scènes de nuit, etc. Bon, bref, je passe. Donc ça, par contre, c'est très très bien, parce qu'il le fait instantanément. Ça prend 3 minutes. Suivante. Donc, je ressors de tout ça deux aspects où Génario aide vraiment. Suivante. Sa base de connaissances et sa mémoire de référence, puisqu'elle est amendable à l'infini. Suivante. Donc voilà, moi, par exemple, j'ai été sollicitée sur une réécriture de Les Mohamed. Et je lui ai demandé, peux-tu me résumer les Mohamed de Jérôme Rullier? Suivante. Et voilà, il me sort ça. Donc je lui ai pas du tout rentré la BD, je lui ai pas du tout rentré les documentaires de Yamina Benguigui. Il s'est débrouillé tout seul, pardon, à partir de sa propre base et il vous sort ça. Donc ça, par contre, c'est en effet un gain de temps énorme. Suivante. Allez-y, allez-y, deux fois. Et
je viens de le dire déjà, ce qui est très précieux, c'est l'analyse qu'il peut faire. Donc, c'est la phase d'analyse qui est vraiment l'outil réel à l'auteur. Donc là, c'était les toutes premières phases de travail sur les Mohamed. Et vous voyez, il me dit, les personnages sont diversifiés et profonds, les thèmes sont universels et puissants, le conflit et l'antagonisme, ben, voilà ce que j'en dis. Les éléments fantastiques, rappelez-vous, il faut de l'émerveillement, hein. Et poétique, voilà ce que je peux en dire, les messages, la morale, voilà, etc. Suivante. Donc j'en arrive à la conclusion et nous aurons 20 minutes d'échange. Donc à ce jour, parce que ça change très vite, hein, l'IA copie, compare, elle reproduit ce qui est statistiquement le plus probable, donc aussi le plus courant, elle reformule, elle analyse. Analyse, elle le fait très, analyser, elle le fait très bien. Elle n'invente rien, puisque statistiquement, si c'est inédit, c'est pas dans la base. Et elle ne comprend même pas la signification de ce qu'elle produit. C'est-à-dire pour elle, ça n'a pas le sens que nous projetons dedans. Donc elle est, pour le moment, encore une fois, incapable d'inférence créative. Suivante. Bon, cet exemple, il est ancien et ça change tout le temps, hein, donc j'en ai pas réessayé un autre aujourd'hui, mais parfois elle est capable d'erreurs triviales, hein. Celle-là, elle est bien connue depuis 3 ans. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais quand on lui demandait est-ce qu'un œuf de poule est plus lourd qu'un œuf de lapin, elle était capable de nous dire que oui, en général, un œuf de poule est plus lourd qu'un œuf de lapin. Cependant, le poids peut varier. Donc on voit très bien aussi le mode de raisonnement là. Suivante. Alors là, j'avais mis deux exemples que vous pourrez consulter personnellement. Donc, un exemple de chanson générée. Donc là, sur cet exemple-là, le poème a été écrit par un humain et l'IA a généré la musique. Donc, à la fois la musique, l'instrumentation, l'harmonisation et la base musicale, la voix. Donc, si vous l'écoutez, on va dire que c'est un style et une voix qui est un peu copié de chanteurs et chanteuses connus. Et donc, je vous ai mis un original derrière, sur la dia suivante, parce que c'est toujours intéressant. Ah, pardon, ça sont les crédits, j'ai oublié celle-là. Donc, suivante. Voilà, c'est toujours intéressant de comparer un vrai artiste original avec sa copie IA. Suivante, je pense que c'est la dernière. Voilà, je pense que c'est la fin. Oui. Alors, un grand merci, Sylvie, pour cette intervention qui nous fait partir effectivement des toutes premières bases de la conception des scénarios avec Prop. Évidemment, tous les étudiants en littérature connaissent par cœur ces références et tout ça pour nous amener à voir ce que, à travers scénario, un scénario peut faire. Et peut-être une première question que je te pose, donc, ta conclusion, c'est finalement que l'IA est incapable de produire soit de l'inattendu, de la pertinence ou de la valeur, dans le fond. L'IA se retrouve, on le sait, par exemple, peut inonder les gares de train françaises avec des romans de gare, peut inonder, peut remplacer au niveau de la musique, et on le sait, tous les incidences du droit d'auteur par rapport aux musiciens. Donc, on est capable de fournir à volonté une musique et on paye pas l'auteur, et voilà, ça vient remplacer toute la problématique du remplacement du créateur et tout ça. Et donc, on voit aussi les dommages qui sont faits. On le voit comme une promesse d'écriture, comme tu disais, une promesse qui souvent nous déçoit. Je pense que c'est un constat que beaucoup font actuellement. Est-ce que l'IA est capable de créer? On pourrait dire oui. La réponse est oui. Elle peut écrire un roman, elle peut. Mais est-ce que, justement, puis pour revenir à ce que Margaret Boden considère comme l'écriture de la créativité, peut-elle produire justement de l'original, de l'inattendu, de la pertinence, de la valeur? Et
d'après ton expérience, je pense que la réponse, évidemment, c'est non. C'est un assistant qui peut aider dans certaines tâches, mais ça ne remplace pas le créateur humain. Ça, c'est le constat. Maintenant, ça évolue aussi très rapidement. Tout ça bouge parce que je pense que c'est le constat que tous fait et c'est lié à la nature même de l'IA, puisque l'IA fonctionne par statistique. Ce qui sort le plus souvent, c'est ce qui se retrouve le plus souvent dans les corpus et on échappe toujours la perle originale, la singularité du récit qui va faire une différence entre ce récit et puis qui va dire qu'on a une œuvre, par exemple, un grand écrivain, c'est ça qui va le distinguer de tous les autres. J'ai presque envie de reprendre, par exemple, l'exemple de Mozart avec Salieri. Évidemment, hein, dans le film sur Amélius, on voit très, très, très clairement cette différence entre le génie du créateur, ce petit quelque chose qui fait la différence, et puis quelqu'un qui va prendre le style d'une époque en musique et puis simplement faire des œuvres convenues. Alors voilà, je te laisse peut-être réagir, les autres participants également. Oui, alors merci pour ta question qui me permet de revenir sur pourquoi j'ai fait l'historique. C'est que aujourd'hui, je pense que c'est très intéressant de revenir à la pensée de Jean-Pierre Valpe, qui date, hein, puisque lui, il a eu un premier prix de poésie par ordinateur en 81. Voilà, ça fait quand même 45 ans. Voilà. Euh, il faut nous remettre dans l'idée que le style, d'abord c'est le style qui définit l'auteur, c'est pas l'ouvrage. Donc ça, Jean-Pierre le disait déjà, lui, en appuyant sur Return, il pouvait obtenir 400, 4000 poèmes instantanément dans un style donné. Donc déjà, il y a 45 ans, il disait ce qui est important pour un auteur, c'est pas l'ampleur de la production, c'est le style. Donc, il faut travailler le style. Aujourd'hui, l'IA ne te donne pas un style. Au contraire, elle a tendance à le lisser, puisque statistiquement, son objectif, c'est de faire disparaître l'identité forte d'un style. Alors, aujourd'hui, il y a des outils qui sont développés qui associent les deux, qui associent une approche connexionniste avec une approche qui était celle des systèmes experts. Ça veut dire qu'à terme, on va pouvoir avoir des outils d'écriture dans lesquels on va mettre son propre style, une fois qu'on en a un. Tout le travail, ça va être de faire le style. Mais une fois qu'on en a un, on pourra dedans mettre les caractéristiques de son propre style dans l'IA. Et à partir de là, ça devient un véritable assistant, puisqu'il va écrire vraiment comme toi, c'est-à-dire dans ton style. Donc, c'est l'évolution de ces outils vers une forme d'adaptation personnelle qui ouvre des promesses assez intéressantes en termes de gain de temps. Oui, Voilà. c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, c'est déjà là, hein, ces systèmes dont tu parles. Oui. D'abord, par exemple, je vais prendre l'exemple de la musique qui me vient immédiatement. On peut lui demander de fusionner deux styles. Alors, lorsqu'on est dans une approche imitative, et moi, je réfère beaucoup à ce que Bodun a fait dans ses travaux séminaux sur la créativité, quand tu es dans l'imitation, et Bodun nous dit 97% des codes de créativité humaine sont basés sur l'imitation. On est nous-mêmes des grands imitateurs, en fait. Alors, 97%, et c'est certainement ce chiffre est plus pour l'IA. Maintenant, la deuxième possibilité d'aller plus loin au niveau de la créativité que Bodun parle, c'est de la créativité combinatoire. Par exemple, en musique, je prends un style de jazz et je mets ça avec Boulez, par exemple, un compositeur contemporain. Et là, à ce moment-là, il va y avoir forcément une créativité, une originalité qui se dégage. C'est un style qu'on n'a pas entendu ailleurs. Donc déjà, le fait de prendre deux styles différents, évidemment en peinture, hein, prendre Picasso avec un artiste de la Renaissance et dire fais-moi une fusion des deux, il va certainement nous arriver déjà avec des propositions qui nous font sortir du schéma de l'imitation. Et Alors euh, après, dans ce que tu dis, on vient toucher en fait l'autre bout du segment. Bon, d'un côté, c'est strictement statistique et donc c'est médiocre parce que moyen. Mais de l'autre côté, c'est pas parce que c'est 100% original que ça va fonctionner, parce que
Si on va dans le trop systématiquement non statistique, c'est le chaos. Donc entre les deux, il faut en effet que ça donne du sens à l'être humain. D'où la référence aux structures qui donnent du sens. Donc on ne peut pas, on peut demander à un ordinateur d'associer de manière chaotique, sauf que ça n'aura aucun sens. Donc il faut rester dans une marge où on attribue du sens et la création, c'est ça aussi, ça a été beaucoup travaillé, je reviens pas là-dessus. C'est un petit pas par rapport à ce qu'on sait déjà. Parce que si on fait un trop grand pas, on est juste incompris et trop loin des gens qui t'observent, t'écoutent ou te lisent ou voilà. Il y a tellement de génies qui ont été pas reconnus de leur temps parce que justement ils étaient trop en avance. Donc l'ordinateur, c'est pareil. Il peut te faire un truc complètement chaotique, mais ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est être juste un peu à côté. Et c'est Et, ça pour te dire que je suis pas sûre que la Renaissance et Boulez, ça donne un truc intéressant. ah, ben, oui, en fait, ça amène une autre question. Je ne veux pas monopoliser la parole, hein. Si vous voulez intervenir, vous avez juste à lever la main, puis on va prendre votre parole. Oui, c'est ça, c'est que, en fait, ça nous amène au point que l'IA n'a pas de jugement esthétique, aucun jugement esthétique, c'est l'humain. Et puis, pour avoir vu plusieurs projets artistiques créatifs, ce qui se passe souvent, c'est que le créateur humain va demander, disons par exemple dans une fusion de style, comme tu dis, est-ce que Picasso pourrait aller avec Botticelli, par exemple? Bon, alors il va te fournir des propositions, et puis l'idée, c'est que souvent le créateur humain va dire, ah ben voilà une piste intéressante pour moi. Ça, c'est une piste qui pourrait m'intéresser, mais la machine ne le dira jamais par elle-même. Donc, le principe ou méthodologie qui a été beaucoup d'employés, ben voilà, je génère moi des fusions de styles et puis moi, je vais voir comme créateur, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'intéresser? Et donc, voilà, je le prends. Et puis donc, on voit de plus en plus dans cette espèce de va-et-vient de co-création, si je peux appeler ça de création, entre la machine, ce que la machine nous donne, et le travail qui est fait par-dessus. Et comme je renvoie à ce que tu disais, hein, donc on est toujours dans le 1% d'inspiration, puis dans le 99% de travail. On est toujours dans ce schéma. Maintenant, je voulais aussi amener que maintenant, il existe justement pour contrer le fait qu'on est dans des propositions statistiques très moyennes souvent. Moi, par exemple, j'ai fait travailler l'IA pour produire des bibliothèques, hein. Je m'intéresse aux bibliothèques imaginaires beaucoup. J'ai demandé d'en produire. Et puis là, il m'en a fait certaines. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, bien, inspire-toi de la bibliothèque de Dublin, là, la bibliothèque du Trinity College à Dublin. Euh, alors là, il m'a fait des sorties de ça. Puis j'ai présenté ça dans un colloque et on m'a dit, ben voyons, c'est la bibliothèque d'Harry Potter. Alors moi, je n'avais pas donné à la machine du tout l'indication Harry Potter, sauf que lui, c'est là où le tournage a été fait, comme on sait, du film d'Harry Potter. Donc, lui, il est allé chercher ces données où elles se trouvaient finalement. Dans le fond, il a fait ce lien-là. Donc, on voit que c'est difficile de travailler avec la machine. Un autre point, c'est ce que tu disais, justement, ça existe maintenant. C'est des RAG, en fait. C'est des systèmes de RAG qui permettent de constituer effectivement un corpus propre à un écrivain donné, des logiciels qui vont même dire, moi, ce que je veux, c'est juste des références, disons, à Shakespeare, OK, mais je te donne mes données à moi. Avant, comme une espèce de filtre, hein. Kevin, qui est ici, fait sa maîtrise en création, en recherche-création, en cinéma, et donc joue beaucoup avec hein, des systèmes de RAG, etc. Alors, encore une fois, je vous dis, je ne veux pas monopoliser la discussion. Julie Michel, oui, vas-y. Oui, ben, si personne n'avait d'autres questions, je voulais me joindre à la conversation. Juste rapidement dire, parce que là, depuis tantôt, on parle beaucoup de produits ou d'applications en termes d'IA, qui sont des, tu sais, comme Génario, comme ChatGPT. Quand vous parlez de l'exemple des bibliothèques, j'ai l'impression que c'est en référence à Dali ou Runway. Par contre, il y a tout un pan quand même de la littérature électronique en ce moment où la notion d'écriture se déplace du côté de la programmation. Et je pense que c'est là que la notion de style puis la notion d'originalité reprend un peu son sens. C'est-à-dire que c'est pas
vers quel produit on va se tourner, parce qu'évidemment, comme vous l'avez si bien nommé, mentionné, ben, on se confronte rapidement à des limites. Par contre, j'ai l'impression que ce qui est passionnant en ce moment, c'est que toute la notion ben, de style se déplace dans l'architecture des algorithmes qu'on va construire, dans les IA qu'on va développer. Ça, je trouve que c'est quand même excitant à réfléchir la créativité sur ce plan-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est pas tout Ah, à mais fait une je question, mais je discute. Voilà, je suis complètement d'accord avec vous, absolument d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je reviens sur mon positionnement initial que j'ai bien pris soin de détailler. Je ne vous parle pas de littérature numérique. On a autour de la table un grand spécialiste qui est Serge Bouchardon. Ce n'est pas de ça que je parle. J'ai parlé d'outils pour industrialiser l'écriture de scénarios, ce qui est complètement un autre thème. Mais en fait, ça m'intéressait. Parce que vu le rythme de production des Meurtres, j'ai discuté avec des auteurs qui utilisent déjà des outils tels que Scénario et qui ne le disent pas à leurs producteurs. Euh, Mm. voilà, mais qui le font. Parce que voilà, il faut produire vite et que c'est un outil possible. Donc voilà, ça rentre dans les productions, encore une fois, industrielles. Tout à Euh, fait. mais en termes de créativité, il y a bien mieux et il faut donner la parole notamment à Serge, mais à d'autres aussi. C'est une autre approche que la mienne, hein. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup parlé aussi de pédagogie, d'enseignement, en fait, des techniques d'écriture. Mais alors, je ne sais pas si tu veux réagir, Serge. Juste pour le minutage, on va passer bientôt à l'intervention de Laura aussi. Et puis, pour dire que c'est ce qui va bien, justement, parce que tu as évoqué Jean-Pierre Balpe, évidemment, notre maître francophone des récits génératifs. Hein, il a fait ça pour les étudiants il y a plus de 30 ans maintenant. Et donc, il faisait un travail tout à fait expérimental à l'époque. Et puis de dire que c'est Samuel Chionici, hein, qu'on connaît tous, qui a programmé pour Jean Birbal et qui se retrouve à travailler présentement avec Laura. Alors, c'est assez intéressant. Et donc, ce qu'il a fait, Samuel, évidemment, Jean-Pierre, ses travaux, c'était beaucoup autour de l'IA symbolique, comme tu l'as dit. C'était vraiment ça à l'époque. C'était pas du tout de l'IA générative. Et puis là, ben, c'est assez intéressant de voir que, puis on invitera Samuel pour nous en parler, qu'il part justement d'une hybridation entre des méthodes anciennes sur le récit qui permet justement, je me rappelle ce qu'il a fait avec Tom et Jerry, par exemple, pour voir comment intégrer maintenant des processus dans les écritures. Alors, on voit qu'il y a des hybridations de plus en plus de ces styles. Alors, Je pense que pour conclure, hein, en quelques mots, et pour répondre à Julie Michel, les perspectives d'amélioration, elles sont dans le fait de conjoindre l'écriture d'un objet, que ce soit l'écriture littéraire, l'écriture d'images, etc., et l'écriture informatique, l'écriture algorithmique. En fait, on ne ouais. pourra progresser qu'en rentrant dans le code et en allant voir vraiment comment c'est développé. Parce qu'on est, si on reste à l'extérieur, en fait, il manque des éléments pour pouvoir avancer. Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu le travail donc de Laura et de Samuel, ce qu'ils font, d'essayer de joindre les deux démarches. Et ce que Kevin fait, par exemple, à ma droite, ben, c'est ça, c'est de dire, quand on utilise un logiciel tout fait, il nous donne un produit souvent moyen, je pense, on peut dire ça. Alors, l'idée, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle des pipelines de production en disant, voilà, je demande à l'IA, puis je vais chercher des logiciels spécialisés par exemple, on ne fera pas la présentation de Kevin, ça va venir plus tard, mais de dire, ben là, tout ce que je te demande, prends une texte à l'audio, puis mets-moi là écrit. Tout ce que je te demande, c'est ça. Il y a un logiciel qui le fait bien. Ensuite, une fois que j'ai ça, tout ce que je te demande, c'est d'aller me chercher les mots-clés qui se trouvent là-dedans. Et puis là, on décortique la chaîne. Et donc, effectivement, je pense que l'avenir intéressant, c'est d'aller au niveau du code, c'est d'aller au niveau des capacités de faire son propre logiciel de production scénario. Parce qu'on voit les limites, effectivement, de ceux qui sont sur le marché. Alors, sans plus tarder, on va passer à la présentation de Laura. Je vais te passer la parole, Jenny Michel. You feel free to go in English, Laura.
Thank you. I think Sarah, did you want to add a comment? Oui, enfin, j'aurais beaucoup de réactions. Merci infiniment, Sylvie. Je vais être très très bref. Je glisse de l'écriture de scénario à l'écriture de partition. Euh, il y a la 10e symphonie de Beethoven qui a été terminée. Il y avait des fragments à l'EPFL en Suisse et qui apparemment est assez réussi, qui a d'ailleurs été représenté. Mais si on est en 1820 à Vienne, qu'on est admirateur de Beethoven, qu'on est nourri par les symphonies de Beethoven, on ne fait pas une symphonie de Beethoven, on fait du Schubert. Donc ça va un peu dans le sens de Sylvie. Voilà. Et puis peut-être l'autre élément que je voulais dire, donc c'est pas du tout sur la littérature numérique, mais euh, puisque René a cité Margaret Boden et les trois types de créativité, combinatoire, exploratoire et transformationnelle. Donc la troisième, il s'agit de transgresser, d'avoir un geste vraiment disruptif. Si je prends l'exemple, par exemple, de Fontaine, l'urinoir de Marcel Duchamp, donc 1917, il prend un urinoir, il l'appelle Fontaine, il le met dans un musée, et donc du coup ça constitue une œuvre d'art. Ben, ce geste disruptif-là, je ne suis pas sûr qu'une IA soit capable de le faire, puisque ça n'avait jamais été fait apparemment auparavant. Et est-ce que c'est pas ça finalement qui... Alors là, évidemment, c'est pas la question de la production ou de la productivité dont a parlé Sylvie, mais plutôt de la dimension expérimentale dans l'art de façon générale. Est-ce qu'une IA est capable d'avoir un geste disruptif? Mm. Donc la troisième catégorie de créativité de Margaret Boden, pour moi, elle est encore inaccessible aux IA. Merci beaucoup, Serge. Alors, Julie Michel, on te passe la parole pour que tu présentes la conférence de Laura et que tu nous présentes Laura. Et Laura, la parole sera à toi tout de suite. Okay, oops, that's not my, hold on one second. Let me just put up my slides. Just before Laura, Julie Michel will present you and your conference, and then just after that, you can just start. OK, Julie Michel. Parfait. Donc, je vous présente Laura Shackelford, qui est professeure au département d'anglais du Rochester Institute of Technology et qui a récemment été nommée spécialiste Fulbright, chargée d'animer des ateliers transnationaux sur la narration générative et la narration numérique. Ses recherches portent sur les pratiques narratives et littéraires ainsi que sur les transformations qu'elles ont subies en relation avec les sciences émergentes de la cybernétique, de l'information, de la théorie des systèmes et des sciences physiques depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle est l'auteure de Tactics of the Human Experimental Techniques in American Fiction et coéditrice de Surreal Entanglements, Essays on Jeff Vandermeer's Fiction. Donc aujourd'hui, le titre de la présentation de Laura est le suivant: Raconter les écosystèmes algorithmiques, une généalogie post-humaniste des limites de la modernité dans Ascension, a novel de Steve Tomasula. Le résumé est assez exhaustif, donc je vais me permettre de vous partager, disons, les deux premières phrases, si ça vous convient, Laura, bien sûr. Donc, dans cette présentation, Laura examinera le roman Ascension, a Novel, publié en 2022 par Steve Tomasula, en illustrant comment il fournit une généalogie critique post-humaniste, riche sur le plan conceptuel et inventif sur le plan narratif, de l'informatique depuis la modernité du milieu du 19e siècle jusqu'à son avenir proche, cataclysmique du 21e siècle, alors que ce dernier est confronté à une catastrophe environnementale et à des écosystèmes algorithmiques de plus en plus impénétrables et actifs, influencés par des régimes autoritaires et capitalistes tardifs. Donc, on vous écoute, Laura. Merci beaucoup. Thank you, Julie Michel. So I'll go ahead and start and switch to representations of artificial intelligence and thinking about narrative representations of these. But I think it does connect back to just the question of the state of creativity today that Sylvie was addressing. So the focus of my presentation is Steve Tomasula's Ascension, a novel, and how it stories algorithmic ecosystems and provides a post-humanist genealogy of becoming or being numerous, as I'll describe. Please let me know if I'm speaking too quickly or if you have trouble hearing me.
All right, to start, I wanted to cite Beckett's title in his prose narrative, Imagination Morte Imaginée. Uh, it resonates, I think, today as we confront planetary, material, and conceptual limits of global systems driven by state-sanctioned authoritarianism and imperialism, or clowns, dynastic late capitalist robber barons, increasingly a gentle AI, and the Anthropocene as a geological force. The author Steve Tomasula quoted Beckett's title in a 1996 essay, and he quoted it as "Imagination Dead, Imagine." I think intentionally he added a comma to shift emphasis onto the imperative to imagine, even if only to imagine the end. In other words, to confront the limits of human perception, behavior, technological striving, and entangled collective behavior within these radically transforming ecosystems that we only begin to understand. Ascension, a novel, offers, I'll argue, a post-humanist genealogy of the past 3 centuries, but specifically as these drive and inform the algorithmic present and its potential ends. The novel specifically contextualizes AI as algorithmic ecosystems, which is a term that I use just to capture the ecosystemic scope of artificial intelligence amidst broader, longstanding networks of algorithmic technologies that are increasingly integrated into material infrastructures and obviously substantially redirecting water, energy, and minerals globally. Ascension aligns today's algorithmically driven systems with 3 prior disjunctive moments or paradigm shifts or ends in modernity. It insists that AI are not standalone technologies, but enmeshed within economic, political, and ecosystemic networks. So the image on the right is from the novel. It is kind of an image text, lots of visuals, and it's a map combining marine traffic and air traffic on the same map. Just an example of how it kind of brings the ecosystemic and the technological infrastructures together. The novel situates human-scale paradigm shifts within a broader frame of Earth systems science, evolutionary biology, and geological time. And I'll try to illustrate how it takes this concept of ascension and complicates its association with linear progressive narratives of human-driven socio-technological triumph. Ascension's narrative and novelistic engagements with history at multiple more than human scales differentially fold, I argue, the planet's geological time back into world historical time, inhabiting that disjuncture and suggesting how these different scales and experiences of time might inform everyday experiences of life and enable collective action. It offers a valuable strain of ecological posthumanism in the sense that Bergthaler and Horn identify, which they describe as this awareness that the separation of natural and human domains, the green and the gray, quote, was always a dangerous delusion, a denial of humans' primordial connectedness to the earth, which the Anthropocene is now again rendering inescapable, and even an ideological ruse justifying the dispossession and subjugation of the earth's people, human and otherwise, end quote. So I see the value of the novel in that regard, but I also noted when reading it how easily a critical post-humanist perspective on multi-species, ecosystemic, and evolutionary change can feed into a discourse of what Peter Hoff, a geologist, has called the technosphere. He uses this term to describe a new dimension of the Earth system. So you have like the lithosphere, the atmosphere, and now we have a technosphere that in his view is driving evolution. It's the new biology. And he positions it as a kind of inevitable evolutionary and geological force that's now surpassing human awareness and interventions. So I'll try to illustrate how the novel raises the specter of this technosphere. All right, so the novel really takes on the anthropomorphic bias, what Monica Fludernick describes as the dominant timescales of narrative and teleology of human-driven plots set against a passive natural setting. These narrative
classical narrative approaches reinforce human-centric perspectives that can exacerbate today's anthropogenically catalyzed ecological crises. So the novel sees the kind of potential and necessity for narrative and the novel to help respond to these present-day instabilities. The eco-narratologist Aaron James has argued that, quote, the categories and concepts of current narratological models are insufficient for our epic because narrative is changing along with the world in which we tell and receive stories. So Ascension goes out of its way to kind of confront these narrative and imaginative limits now that the Earth system is no longer a stable backdrop to human activities. We can't ignore it. And I'll argue that it develops narrative strategies to prompt encounters between world historical time and geological time and their respective human-centered and planet-centered ways of thinking, according to, those are Dipesh Chakrabarty's terms. All right, so this is the cover of the novel, opens with this otherworldly landscape featuring this impossibly large, and I would argue probably AI-generated dinosaur bird skeleton that's no longer able to fly. I think the first invocation here and association that came to my mind was ascension as this process of human transcendence over material limits through technologically facilitated, spiritually predestined means, a quote, tending upwards or a rise from inferior to superior. These lines on the cover suggest kind of machine vision and the latest AI advancements that I would follow the philosopher Mark Kokelberg in saying are the latest, quote, transcendence machine promising immortality, end quote. And problematically, this idea of ascension is a continuation of Euro-American patriarchal capitalist imaginaries of modernity and settler colonialism and imperialism. So they understand the anthropic, as Donna Haraway describes it, as the one who looks up, the one who is not of the earth, the one whose feet are in the mud, but his eyes are in the sky, bent on transcending human finitude, abstracting and dematerializing human knowledge at the expense of all else, even planet Earth. This is hardly a novel desire at all, and one that, as Haraway notes, has done us dirt in Western cultures. But the first page of the novel shifts to a cosmic summary that I would suggest totally undercuts that anthropocentric understanding of ascension. So the unnamed narrator begins with, it didn't have to happen this way or at all, the way we say now, how it happened, then a catch in the cosmic dust. And then it goes on to describe these millenniums of eating, suffering, breathing, birthing, living, mating, dying, decaying, composting, sprouting, all life playing out, becoming this thin earthen skin. So here I suggest the novel shifts its narrative scale to this planetary and geological scale of deep time and opens up a consideration of the Earth system's multi-species, material, evolutionary, and planetary processes, which have no clear subject, object, or teleological end. This spatiotemporal disjuncture of the cosmic summary introduces a kind of astronomical scale that causes a sudden shift and a distantiation from human temporality, according to Marco Caracolo. He sees this as having ecological value. He's talked about cosmic summaries in other works of fiction, and stressed that the sort of fast pace of the cosmic summary actually leads to a kind of temporal compression and a contemplative mode that makes more than human events accessible to human imagination. And I think that's precisely what that shift does here in the novel. As the narrator says, it didn't have to happen this way. So this is just one of several ways that the novel flags the sort of radical contingency of this narrative and human knowledge of the Earth system more broadly. So in a very critical post-humanist way, language and narrative are identified as techniques that establish an irreducible constitutive distinction between humans and their exterior milieu. The, quote, pursuit of life by means other than life, end quote, in Bernard Stiegler's sense. The anthropos is sustained
reminds us by means outside ourselves and outside life, whether that medial exteriorization is language, daguerreotypes, drawings, DNA, data mining, carbon-based AI, etc. And the images throughout the presentation are all taken from the novel, and I won't have time to talk about it, but it presents kind of an anarchaeology of media and just the value of these different ways of framing the world and understanding and relating to natural processes. So after the cosmic summary, the narrative unfolds across 3 chapters, all set in the capital of Paraguay, Asuncion. Chapter 1, Transformation, is 1859, post-independence from Spain, right after Darwinism has exploded. Chapter 2, A Little Truth, is set in the 1980s, right as the bioinformatics sciences start to reign. And then Chapter 3 brings us to the near future, also a focus on population genetics and gene editing. The polar ice caps have melted. But significantly, the fact that all 3 chapters are set in Asuncion, Paraguay, adds another sort of semantic layer and sort of ironic level to Ascension, casting it as a physical setting, a place, and specifically a place where all the characters are very entangled with the specific material living histories there. Again, countering the idea of ascension as human transcendence. Also reminding readers of Spanish colonizers' evangelization of indigenous Guarani people using the Catholic promise of earthly transcendence, but as a form of indoctrination on earth, right? Far from transcendental for those who are kind of captured with that promise. So the novel provides a kind of post-humanist genealogy of the present day. Each chapter features a scientist and their team chronicling their distinct socio-technological, aesthetic, and epistemic knowledges as these inform their efforts to search back in bioevolutionary and geological time to unearth the evolutionary history of birds, bird lice, and human immunity to viruses spread by birds. Interestingly, the novel's macro structure across these chapters parallels the scientist's interest in lost or dying worlds, seeking to understand our present day by looking back to prior moments of great change in modernity, a genealogical approach to understanding our near future, but interestingly, also adding a third level to our understanding of ascending, which entails, quote, going back in the order of genealogical succession, reversion to an ancestor, or tracing lineage upwards or back in time. And I just found this in the OED, hidden. So this really reveals, in this way, the novel tries to reveal, in a very Foucaultian sense, the historical and cultural contingency and discontinuities of discursive formations leading us to the 21st century algorithmic ecosystems that are at the center of its chapter 3. And I think tries to point towards alternative paths that could or might still unfold otherwise. Let's see. I'll just give a quick snapshot of each of the 3 chapters and then try to come to some conclusions. So chapter 1, Transformation, focuses on an American professor of natural history. Around 1859, he's lamenting the intrusion of Darwinian science, photography, laboratory observation. So he's the dinosaur. These are all displacing practices of natural history and their claims to a divine, unchanging, unified truth. You can see on the left, this is a page from that chapter with the notes from his journal. He writes in the middle, so this is a story about nature, but it won't seem that way since I am writing it and you are reading it. And whatever I write won't be it. And whatever you understand won't be what I meant. All life is here, but it has nothing to do with us. Again, the sort of reference to it and the sort of unknowability of nature as it. The professor is searching for the fossils of this gigantic dinosaur like guaraqui or terror bird in the forests of Paraguay to prove that species were continuous. And the chapter is filled with excerpts from the professor's journal, colorful drawings of insects, engravings, geological stratigraphy maps, all pointing towards these spatiotemporally distinct material traces and indexing how central those residual socio-technical, aesthetic, and material practices are to the professor's era and to his understanding of the world, even as they're being rendered obsolete by new
techniques. Chapter 2, A Little Truth, is set in 1980s in the same location in Paraguay. It features Jane Korzeniowski, who's coming to terms with the evil of scientific metrics, which make knowledge of the world and ourselves possible. But she's actively resisting emergent bioinformatics sciences. She notes Dipteria, Scopteria, how expansive her drawings of insects seemed compared to the strings of genetic letters that biology was starting to turn every animal into. Jane is searching for a prehistoric louse that appears to have been specialized to live on an animal that had reptile skin and feathers, the infamous feathered bird dinosaur, Archaeotorp. I can't say that. So she can establish an evolutionary link between dinosaurs and birds. She's also accompanied by a documentary filmmaker, Arthur, who's trying to capture her search for the world's most consequential bird lice. Well, he's also mourning the extinction of film in the hands of video and camcorders. All right. Slime mold. Jane's understanding of the Earth system and its bioevolutionary processes really centers on slime mold and its connection to processes of symbiogenesis more generally, which are the processes through which humans and other multicellular organisms emerged out of precisely such coordination between unicellular life forms. So slime molds can function as unicellular life forms, but in times of need, they'll group together and function as a single organism. Jane describes her aquarium of slime mold and, quote, how its stench held the beauty of the earth, generating a bubble-thin atmosphere that made flowers and blue skies and stench and roommates and their arguments possible too. So Jane recognizes this collective, more than human microbiological forces driving planetary life, the multi-species assemblages such as the human lice, birds, and viruses she studies. And a narrator later in the novel really attributes social evolution as a whole to slime mold as the sort of, the microbiological basis of our collective social coming together in times of need and coordinating our activities. All right, so chapter 3, Ascension, brings us to the present day, near future. It returns us to a cosmic perspective once again, so we're kind of shifting back and forth throughout the narrative. We see the Earth from outer space. We see the satellite, and assume this is a satellite image. We have a quote from George Oppin's 1968 serial poem of Being Numerous. It reads, there are things we live among, and to see them is to know ourselves. And then on the right, a quote from 2001, A Space Odyssey from Hal. Dave, I'm afraid, Dave. And as you can see, there's live web links, and you can actually read the 3rd chapter online as well. So drawing off of the poem's title of Being Numerous, and I have a whole reading of the poem that I won't get into here because it figures throughout the novel. But in chapter 3, the numerousness, the professor associated with divine nature and Jane aligned with the multi-species collectives and slime mold is here, directly tied to computation and the algorithmic systems co-orchestrating the World Wide Web and informatic infrastructures today. As I mentioned, there's a QR code linking readers to this live Ustream, web links to read the chapter entirely online, adding another layer to this concept of ascension in terms of referencing directly our digital networks, GPS satellites, social media. After this cosmic opening page, the chapter shifts back to the human scale and perspective of Gabe, who's a young woman tending a collection of lice, sandflies, and blue-fronted parrots, ducks, geese, and other birds in glass containers in the insectarium she manages in Paraguay. We see that bioinformatics sciences have expanded to the level of population genetics and gene editing, and Gabe's employer, Olympia, with a God complex fitting her name, is the PI of a U.S. defense-funded research project that's drawing on Jane's hypothesis that indigenous Achi people's frequent exposure to parrots and thus to bird lice has given them immunity to avian viruses that are spread by ectoparasites such as fleas and bird lice. So Olympia is planning to genetically engineer lice to bite humans and birds and spread immunity to avian flu.
Contemporary algorithmic ecosystems in this chapter, present day chapter, are working in concert with capitalist attention economies, surveilling, mining, and monetizing human data at every turn, in league with repressive state power and US neocolonialism and imperialism globally. Olympia's near future Chicago is enmeshed with what Shoshana Zuboff describes as surveillance capitalism, basically a larger system allied with specific political and economic projects focused on exploiting nature and human experience as free raw material for hidden commercial practices of extraction, production, and sales. I have a quote from another scientist on the team who kind of captures the sense that humans are now being subsumed to this larger surveillance networks. Jack notes that people used to think they didn't share a body, and maybe once that was true. But with people burning coal and mercury going into the ocean, and the fish eating the mercury, and the people eating the fish, and plants carrying human DNA, and everyone breathing the same air, there wasn't even any separation between people and animals, let alone each other. So these networks are really operating a level that's below organisms, and more focused on bridging those organisms. Again, so here I wanted to just suggest in this final chapter, if we take this reference to Oppen's poem, just the first stanza, there are a lot more connections, but I suggest that you can read these. There are things we live among, and to see them is to know ourselves in two different ways. On the one hand, it points to a recognition of this socio-technical imaginary's systemic production of the human world for us as things that we live upon. Drawing our attention to how capitalist systems have brought the world as we currently know it and our status as consumers and now commodities into being. Here, numerousness seems to be associated with calculability in a computational sense, which threatens to eradicate organism boundaries in its drive to compute everything. All life, including humans, are treated as material resources for an evolving, all-powerful technosphere. From this perspective, which is, again, Peter Haft's description of a new geological process within Earth systems through which, quote, humans have become entrained within the matrix of technology and are now borne along by a supervening dynamic from which they cannot simultaneously escape and survive. As he says, technology is the next biology, so basically taking over the evolutionary process. So that's one kind of reading of that stanza. And then on the other hand, I think the novel points to this alternate reading that there are things we live among, and to see them is to know ourselves, suggests that there's a potential for us to engage instead and see the things we live among, i.e. to apprehend the more than human evolving collectives of life within the Earth system and its biogeological time in complex relation to our historical time. From this perspective, to know ourselves as numerous would be to know ourselves as a small part of multi-species assemblages and geological forces we cannot control, but must continue to attempt to apprehend as the novel's scientists and protagonists do. So as I suggested, in this way, Ascension's expanding and contracting narrative acrobatics, oscillating between planetary space-time and the historical scale of characters' individual experience amidst these multi-species assemblages of more than human life, however tiny, by comparison, and then back again to the dynamic scale of evolutionary planetary time, really folds geological and human time into each other. Encourages readers to inhabit this disjuncture between our sense of time and the planetary spacetimes that increasingly intrude upon the former, illustrating the necessity of such efforts past and present. And just to sort of stress, this is another quote from Dipesh Chakrabarty's project, but I think it really aligns with what Ascension seems to be trying to do with its multi-scalar narrative dynamics, which is to connect deep and recorded histories and put geological time and the biological time of evolution in conversation with the time of human history and experience,
including telling the story of human empires, of colonial, racial, and gender depression, in tandem with the larger story of how a biological species, Homo sapiens, its technosphere, and the species that co-evolved with or were dependent on Homo sapiens came to dominate without ever taking our eyes off the hollowed human, which continues to negotiate his or her own phenomenological and everyday experience of life, death, and the worlds. And I think that's my last slide. I will stop share there. Hey. Oui. Alors, thank you very much, Laura, for this conference. I would suggest that Julie Michel and you can speak either in English or French. I think it's okay for you, French, Laura, because I Yeah, think yeah, that's fine. Yes. Yep. yes, you understand more, for sure. Yeah. Donc, je vais faire ma question j'aimerais bien que tu réagisses, Julie Michel, parce que je pense que le propos est proche, si tu veux, du travail que tu as toi-même fait dans toute la question environnementale et puis la structure de récit qu'on a mis en place dans Edison. Donc, est-ce que tu pourrais réagir par rapport à ce que Laura vient de nous présenter? Le micro est coupé. So, Laura Désolée. asked Julie Je- Michel to react because she has worked recently on the structure we are unfolding in our EDSEM system platform. And she worked on environmental questions, so ask her to react to your proposal. Thank you. Julie Michel. Oui, pardon, mon micro était fermé, je faisais du mime. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai pas lu le roman Ascension, mais ça me donne énormément envie de le faire. Je ne sais Ouais. pas si les questions d'IA et d'environnement auxquelles on a touché sur Edicem dans les derniers mois répondent avec autant d'envergure à ce roman-là. Mais par contre, c'est certain qu'elles en dressent la table. Je pense que ce qui est intéressant avec cet ouvrage-là, c'est le fait qu'on a besoin clairement de nouveaux modes de narration Ouais. pour nommer justement les conditions dans lesquelles on vit puis on évolue au sein de cette technosphère. Ça, vous l'avez très bien nommé. Comme j'ai pas lu l'ouvrage puis que vous en avez fait une analyse exceptionnelle et très détaillée, peut-être que je serais curieuse de vous demander si en ce moment vous apercevez aussi disons, d'autres ouvrages dans le champ qui travaillent un peu ces questions-là, mais aussi avec d'autres modes de narration, ou est-ce que vous êtes à même euh, ouais, répertorier un peu des principes de narration qui parlent bien et qui parlent peut-être mieux, justement, de la technosphère et de notre manière, de ce besoin-là euh, ouais, ben, d'écrire et de parler autrement, justement, que dans une perspective très anthropocentrée de nos récits. C'est un Yeah, peu yeah, vaste yeah. comme No, no, question, thank you. mais, euh, Thank mais you. voilà. Yeah, yeah, no. I mean, I think that the eco-narratology, there's I mean, interesting and it's a relatively new approach, but has identified, quite a few works that are um yeah, experimenting with narrative strategies to address these different experiences of time and space, and also with an eye to raising awareness about the Earth system and its precarity. I think I shared with you and Renee, Julie Michel, the Archive of Alternate Histories. Is another recent novel, which is fascinating because it alternates between kind of three periods, retelling the Hansel and Gretel fairy tale, but then it alternates. The whole structure of the narrative is aligned with the return of Halley's Comet. Wow. Yes, so that's what it uses, the return of Halley's Comet. I forget if it's like every 26 years it's visible from Earth. And Exact. that's it uses for the structure of its narrative, but then there are also pages that are just the code of the narrative itself in binary code. Uh,
which you're led to understand was going to be sent out into space, so that alien societies, would encounter the story of Hansel and Gretel were we to no longer exist. So it's a really kind of, yeah, again, interesting juxtaposition of these levels of human language, um, a genealogy of sorts, and then also envisioning a world without humans, but where the story might somehow persist. So, It's a question just before, Fabien, for Laura. It seems that to understand our present now, we need a lot to ask for the future and the past. And we go, so in the two novels, you talk about a position where it's three different period in the time. So I find it interesting. It's kind of tendency, don't you think? Tendency to have to go in the past to understand yeah. where we are going finally. The future is there to ask the question where we are going with all that in this very specific time that our time. Yes, definitely, definitely. And I think, yeah, both. I mean, I think too, the other, I guess, emphasis of these eco-narratologically interested fiction is really, though, also accepting the possibility of the end and the inability to control the future, right? So, That's the question of our time. It's yeah, yeah. But Thomas Zula, I presented this at a conference with the author this last summer, a version of this, and he thought the novel, he felt it was very, very dark. In kind of leaving it open, like we really, there's really an unknown about what paths, societies will take. And then I think the threat of the technosphere, which this is a new concept, but the suggestion is that we've created an infrastructure that's at a scale and scope that we no longer, we cultivate it, we sustain it, but we can no longer understand or control it at its like scale, its massive scale. So we control it at the level of like a computer, but at the level of these networks that we have completely lost our ability to direct these processes, and that they're becoming the next kind of geology, material force in the world, which again, I think I brought this up with you, Fabian, the last Arcane was this, it's a disturbing kind of continuation of these fatalistic, ideas of the singularity, that human societies are going to be overtaken by their technologies and become their evolutionary lessers. So yeah, it's something that I find really interesting and troubling about the ecological posthumanisms that now technology and biology are kind of collapsed. And unfortunately, this idea of a human, non-human subject driving the future returns, which seems wrong, right? If these are processes that are multiplicit and not teleological, not driven by a single subject or aim or goal, then it's hard to understand how they could be driving all of evolution. But yeah, Fabien, je te passe la parole. thanks. Merci, merci pour cette présentation. Je vais faire ma question en français, mais je vais Ah oui. parler, je vais parler lentement. En fait, ma question concernait directement cette, comment dirais-je, cette vision post-humaniste qui, je l'observe ici et là, dans certains ouvrages, tend à devenir anti-humaniste. Alors là, c'est sûr que c'est un peu polémique ce que j'apporte. Je pense à un ouvrage que j'avais moi-même présenté il y a quelques années, un livre de Rezan Egarestani, Cyclonopédia, Oui. qui est sorti en 2011. C'est un essai de théorie-fiction qui euh, réfléchit à plein de thèmes philosophiques, mais ce qu'il avance, c'est qu'en fait, il y a une entité vivante sur Terre, et c'est le pétrole. Et donc, l'auteur nous plonge dans une sorte de récit très Lovecraft, où on est confronté donc à un ordre mondial qui est décidé souterrainement par
le pétrole. Donc ça nous permet de penser en fait à la fin du monde, Uh-huh. à la lumière de ce qui est l'énergie fondamentale du capitalisme, c'est le pétrole. Et donc c'est fascinant parce que ça nous permet de penser à un tas de choses. Et il y a une volonté effectivement de développer une vision, ce qu'il appelle lui blob objectivity. Il prend cette idée du blob qu'on a vu dans l'une de vos slides. Donc c'est une vision post-humaine, en tout cas non anthropocentrique. Et dans l'un de ses derniers ouvrages, qui s'appelle Intelligence and Spirit, là on n'est plus dans l'essai-fiction, on est dans une sorte... Bon, c'est très difficile à lire, c'est très lourd en termes de... Mais ce qui ressort, c'est une certaine volonté de développer un concept d'intelligence à à la hauteur des risques et des enjeux actuels. Sauf que ces risques et ces enjeux actuels sont jamais problématisés. Et il propose comme ça dans plusieurs chapitres de penser en fait, ce concept d'intelligence à la lumière de ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Donc ultimement, l'idée, et c'est un petit peu là-dessus que je travaille maintenant, l'idée d'une super intelligence Right. qui serait en quelque sorte il le dit pas clairement parce que c'est noyé sous un flot de textes quand même très très intéressant au demeurant, mais l'idée d'une intelligence qui est complètement, comment dirais-je, désincarnée et de fait qui n'est plus alourdie par ce qui fonde l'humanité et sa problématique. Et ça, c'est quelque chose qui circule beaucoup et qui me Mhm. fait très peur parce que c'est une vision post-humaine, mais Ouais. qui tend à écarter en fait l'humain Ouais. euh, de l'équation. Et en fait, donc c'est plutôt une réflexion générale, mais je pensais justement à l'ouvrage que vous avez présenté, que moi j'ai envie de lire, hein, c'est clair maintenant, mais qui m'apparaît être une sorte, à l'instar du livre de Reza Negarestani, quelque chose de, c'est du pré-apocalyptique. On est dans un récit, c'est une forme de messianisme, c'est un récit de l'évolution qui Mhm. nous emmène, c'est tout le temps la même chose avec ce genre d'ouvrage, vers une sorte d'abîme où l'humanité, à la limite, Right. n'a plus vraiment grand rôle, d'où les délires post-humains qu'on entend ici et là. Alors, c'est une réflexion que j'ai vraiment, c'est très... Je pouvais répondre comme vous le Oh, souhaitez, yeah. mais ça me... voilà. Yeah, no, I definitely, I mean, I definitely see your point, and I think maybe that's what where the darkness of this novel exists. What I was thinking, I mean, one, it is, I think I always use the word critical post-humanist because it is trying to sort of historicize some of these shifts. And not, kind of delve into just, unrestrained fantasy. And so one of the things about the novel is that all of the science is absolutely accurate. Um, and the history is, so Thomasula differentiates his work from science fiction as fiction of science, or I forget his exact term. So that's, I think, one difference. Like he really is not interested in, um, I guess, yeah, kind of expanding on these dark realities, even as he obviously is presenting us at this moment of, I think grave risk. The other thing too is the novel really differentiates between like the little ends in modernity, right? So there have been paradigm shifts, right? Or transformations when Darwinian science or when bioinformatics came about. And so near the end of the novel, one of the main characters, asks, like, is this like a little end or is this like, a big end? So I think it tries to avoid the worst kind of anti-humanism that you can see, or just the kind of absurd, it makes jokes about just fleas and lice, and these creatures will greatly outlast all of us, But I think, not in a way that suggests that human lives are not valuable and differently valuable. And I think, of becoming numerous, the poem that runs, as cited and repeated throughout, George Oppen was quoting, he cites lines from Walt Whitman, and then this character in the novel cites Oppen. So it's, the character citing Oppen, citing Whitman. So I think there is this trajectory of just poetics. So a history of poetic encounters with the incalculable of the Earth system of planetary geological time.
Um, and I think there's a real kind of respect for that those poetics, and it talks about the tiny stories that are too small for any algorithm. So there is a kind of, however ironic, kind of underlying investment in modernity and the promise of modernity and of humanistic, maybe not liberal humanism, but humanistic uh, counter tendencies within the present, that I think it wants to unearth, even as it's ironic and all its characters are just being overwhelmed by change. Um, Uh, Thank you. the yeah. work of Fabien is actually about the superhuman intelligence and all that, as Okay. Bostrom, Nick Bostrom has presented all. I This have is to read kind of it. vision of Kurzweil too, and Kurzweil, Ray Kurzweil, and Bostrom. So you have, I think, a common interest, and you Yeah, will yeah, have conference. So Fabien presented 2 weeks ago yeah. in the seminar is actual research about this stem. So I just wanted to know about that. Some information. Non, je vais aller en français, excusez-moi. Oh, C'est excellent. vraiment, vous savez que les Québécois, on passe de l'anglais au français comme ça, sans même s'en rendre compte. Alors, donc, je disais que simplement pour vous rappeler que toutes les présentations, on a un petit peu de temps, mais je dis que toutes les présentations vont être disponibles très bientôt sur le site Arcane. Ils ne sont pas encore, Kevin a eu des petits problèmes techniques qui sont résolus, je pense, à Kevin. Et donc, les présentations il y a 2 semaines, donc celles de Fabien, celles de Julie Michel vont être en ligne très bientôt et les vôtres également. Donc, je voulais juste faire une petite annonce publicitaire là, dans nos échanges. Alors, Laura, moi, j'aurais une question about this question of super intelligence. Is it present in this novel as such? Is it how the novel treat the question of the IA finally in that? Because it's more about techno-science in some way, Yes. more than AI as such, if I understood. Absolutely, absolutely. And the novel does not actually, it doesn't posit any super intelligence whatsoever, because No? it's all a continuation of these networks of capitalist and colonialist power and exploitation. So it was only in reading the ecological posthumanisms that I came across this notion of the technosphere. Um, and it just made me realize myself reading the novel of how easily the scenario, and I think this speaks maybe to what Fabian was suggesting as well, how easily that scenario, which is a very historicized, critical posthumanist perspective, can tip over into this idea of a technosphere or of a collapse of technology into uh, environmental evolutionary processes that leads, them to be indistinguishable and also, assumed to be superseding humans altogether. Mhm, mhm. I mean, And, theorists, they insist, obviously, right now AI can't maintain itself, so we're good for now, right? and But another question, the author himself didn't use AI to create his novel. He didn't use it. So it's just human hand for the new novel. I, Do you? I think the cover image may have been AI. But yes, no, it was all written by hand. And the third chapter has a lot of web links to videos and images, but everything else was drawn, yeah, and handwritten, yes. Yeah. Je vais passer la parole à Jean-Marc. Ça va être la dernière intervention. Ça passe très vite, hein, comme vous le voyez. Donc, la dernière intervention de Jean-Marc, et puis on va avoir terminé notre séance. Oui, Jean-Marc, et la réponse, Oui, évidemment, de Laura. oui, merci Laura, c'était très, très intéressant. J'ai pas lu ce livre-là, j'ai lu Once Human, c'est un roman Ah, yeah, yeah, anglais. yeah, his short stories. Yeah, right. La question que je me pose, c'est
enfin, c'est beaucoup plus noir. C'est vraiment, d'après ce que tu décris, ce roman est beaucoup plus noir. Ça décrit vraiment une dystopie. Est-ce que hein, c'est bien ça? Et est-ce que, euh, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que cette, l'idée de technosphère qui ressort du roman est vraiment catastrophique parce que c'est un peu l'impression que tu donnes, là. Est-ce que donc c'est un roman noir, quoi. C'est un peu ma question. Mm. Um, I mean, yeah, I guess it's not necessarily catastrophic. In the novel isn't, or the idea of the technosphere. I mean, there are geologists who just document it. They say there's, they say it's like 60 million tons of the technosphere weighs. That's how much, technological weight we've added to the Earth's planetary system. So, um, I think there is a way the acceptance of human finitude is something that's really important to the novel, right? Is that human lives end and are small in the larger scope of things. So um, I think the novel really kind of tries to hold in tension that yeah, that our relationship of human finitude to the end of the Earth system are maybe just incommensurable, but worth contemplating, right? Because uh, they could come about at our hands, at least partially at our hands. So I don't know if that answers your question. I mean, I think, the future that it depicts is very, very dark. Mhm. But I feel like there is a kind of underlying current of, and maybe it's kind of just in the Foucauldian sense that there are these sort of small stories, these individual characters, and that the sort of phenomenological level that are carrying out their lives in a very hopeful way and a very, uh, you know, ecologically engaged way. And then there are the sort of massive dominant forces that are driving these futures that are, utterly bleak and empty of meaning or humanity. I guess that's where I would, and that's what I appreciate about its narrative shifts, right, from the phenomenological lived experience of the characters, and then these sort of vast cosmic or networked perspectives. So. Et c'est vraiment dans l'ordre de la fiction spéculative, évidemment, tous les travaux sur les nouveaux matérialismes Oui, oui. qui intéressent énormément Jean-Marc, sur lequel il a travaillé. Il a publié d'ailleurs un livre sur ces questions. Alors, écoutez, on arrive à la fin de cette vraiment très intéressante séance. Merci énormément à Sylvie et à Laura, de leur présentation très, très différente, mais en même temps, vous voyez, on touche, c'est vraiment la marque de commerce, je pense, de notre séminaire, d'être capable de faire, d'avoir des horizons très différents, mais qui nous amènent toujours. Et bien, je vais terminer aussi en disant, bon, je suis un petit peu dedans parce que avec Julie Michel, on est en train de terminer un article actuellement qu'on va donner à la revue Sciences du design. Et comme c'est un contexte de Sciences du design, de la revue de design, on a décidé de présenter finalement nos travaux qu'on fait très concrets au niveau de l'interface Edicem et de la structure curationnelle, si vous voulez, à l'intérieur du système, entre les récits, parce qu'on aimerait que ces récits se parlent entre eux. Donc, très intéressant aujourd'hui parce qu'on a un exemple d'une fiction, hein, Julie Michel, qui pourrait être connectée avec des récits scientifiques, des récits techno-industriels, des récits médiatiques qui sont un petit peu le champ de recherche de Julie Michel. Mettre en tension ces récits qui viennent soit des fictions, des récits artistiques, et avec des récits qui sont dans l'espace actuel, l'écosystème socio-numérique actuel. Donc, simplement pour vous dire qu'on va avoir certainement l'occasion d'en reparler. Est-ce que tu avais quelque chose, Serge? Est-ce que tu avais un commentaire à faire? Non, j'ai pensé. Non, J'ai non, pensé je que... peux pas parce que j'ai mes deux petits-enfants qui sont derrière et c'est très compliqué. Mais mes félicitations aux deux intervenantes, à Sylvie et à Laura.
Merci. Merci à tous. Et donc, simplement pour vous dire que notre prochaine rencontre, c'est la semaine prochaine, le 18 février, et on va recevoir Erika Foula, qui est de l'Université de Toulouse, et Marine Tunisienne. Donc, on va combiner, évidemment, en quelques mots, tu pourrais nous présenter Erika, Serge, si tes petits-enfants te le permettent. Serge, alors, je pense que les petits-enfants ont tiré sur Serge Olavérica, qui est dans le champ de la littérature, et Marine Tunisienne, qui a fini son doctorat, donc, qui est du domaine du théâtre. Donc, on va mélanger théâtre et littérature la semaine prochaine. Donc, en vous invitant tous à venir assister. Et voilà, donc, on a terminé la séance d'aujourd'hui. Merci à tous.